Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Cette semaine, mon invité Pierre Hilard. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Hilard, docteur en sciences politiques, spécialiste de l'idéologie mondialiste. On va en parler dans un instant de cette idéologie. Je signale à nos téléspectateurs, Pierre Hilard, que vous rééditez deux de vos ouvrages aux éditions Culture et Racine, Chronique du mondialisme, augmentée d'une conclusion qui fera l'objet de cet entretien, également Atlas du mondialisme, ainsi que le dernier dont vous aviez signé l'avant-propos, je l'ai ici avec moi, toujours aux éditions Culture et Racine, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carroll Quigley, le professeur Carroll Quigley. Donc, vous avez signé l'avant-propos de cet ouvrage. En introduction de cet entretien, Pierre Hilard, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer les origines idéologiques du mondialisme ? Les origines du mondialisme, si vraiment on allait à la source, ça repose sur le refus de l'incarnation. Et ensuite, il y a eu des répercussions d'ordre politique et financière, et cela a touché en priorité le monde anglo-saxon. La première marque, c'est suite à la défaite anglaise face aux Français en 1214, la bataille de Bouvines, vous avez eu une révolte des barons anglais en 1215 face au roi Jean sans Terre, et cette révolte des barons anglais a permis à une caste financière, à une oligarchie, d'imposer ses vues au pouvoir politique. Et vraiment, la Magna Carta, à partir de 1215, est le démarrage officiel de cette oligarchie anglo-saxonne qui va prendre un poids certain au XVIIe siècle avec la mort en 1649 du roi d'Angleterre, Charles Ier, avec Cromwell. Cromwell, puritain de son État, qui va instaurer une dictature, et cette puissance oligarchique anglaise va augmenter. Pourquoi ? Parce que vous aviez, à cette époque, le foyer de la finance marane, qui était aux Pays-Bas, enfin à l'époque les Provinces-Unies. Et vous allez avoir un accord au XVIIe siècle, dans les années 1655, 1656 et les années qui suivent, entre les dirigeants de cette communauté marane financière, le Wall Street hollandais, avec Menasseh Ben Israël, et Cromwell, et cette puissance financière hollandaise, marane, va basculer des Pays-Bas à la City de Londres. Et c'est véritablement la naissance, le renforcement considérable de cette puissance anglo-saxonne liée au monde de la finance venant des Provinces-Unies. Et puis, par la suite, ça a augmenté en puissance avec la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Ça a monté au cours des siècles, avec en particulier les Rothschild qui ont joué un très grand rôle. Vous avez le père fondateur, Mayer Amschel Rothschild, il avait 5 fils, dont un qui s'est installé à Londres au début, fin XVIIIe siècle. Et vraiment, la dynastie Rothschild de Londres a joué un rôle très important. En particulier avec un certain Cecil Rhodes. Cecil Rhodes qui est le grand représentant de l'Empire britannique, mais ce dernier n'a pu agir qu'en fonction, entre autres, de Nathan de Rothschild. Et c'est ça qui est raconté en particulier dans le livre, le magnifique livre de Carroll Quigley, qui était un très grand professeur aux États-Unis d'histoire, qui a enseigné dans les plus grandes écoles, universités américaines. Et j'ai eu le privilège de faire cette préface, et il explique parfaitement cette élite anglo-américaine de la deuxième moitié du 19e siècle, 19e jusqu'aux années 50 en gros. Et il a expliqué dans ce livre justement qu'il était d'accord avec les objectifs de ces mondialistes auxquels il appartenait, oui, mais qu'il dénonçait ces méthodes. Oui, parce que ce sont des méthodes, secrètes. Voyez-vous, chose intéressante, Quigley est mort en 1977, il a demandé que son livre paraisse après sa mort. 81. Il est effectivement 181, Anglo-American Establishment. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il montre, avec des références extraordinaires, la politique secrète d'une élite anglaise, en lien avec une élite américaine, pour instaurer une puissance anglo-saxonne pour diriger le monde. Et cela touche donc le milieu de la finance, le milieu politique, en lien entre autres avec le roi Édouard VII. Évidemment, la figure de proue dans cette histoire, c'est Cecil Rhodes, mais aussi de toute une ramification. Et le fils spirituel de Cecil Rhodes, c'est Alfred Milner. C'est lui qui va lancer les fameuses bourses d'études Cecil Rhodes, déjà initiées par Rhodes lui-même, et c'est lancé à partir de 1904, c'est pour recruter des personnes, des étudiants, domaines politiques, économiques, juridiques, militaires, appelés à occuper des postes élevés. Et donc, depuis 1904, Alfred Milner a joué un très grand rôle.
dans ce qu'on appelait le groupe Milner. Et vous avez donc des subdivisions au sein de ce groupe qui occupaient les postes clés, en Angleterre comme aux États-Unis, et ils ont vraiment diffusé un idéal. Et cet idéal, c'est un idéal technocratique. Voyez-vous, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faudra parler de la fondation franco-chinoise, la France China Foundation, et parmi les partenaires de cette fondation, vous avez la Banque Lazare. Eh bien, un des représentants de la Banque Lazare dans les années 20 s'appelait Robert Brandt, lié à Milner. Et ce Robert Brandt disait que les démocraties devaient être évacuées au profit d'une oligarchie, parce qu'il précise que les démocraties ne sont pas faites pour établir des budgets équilibrés. Il n'y a qu'eux, en tant que technocrates avant l'heure, qui sont en mesure de bien régenter le genre humain. Alors venons-en à l'actualité, Pierre Hilard, et à l'actualité covidienne. Ouais. On va rappeler que cette maladie est apparue en Chine en novembre 2019. Le fait est que plusieurs organisations internationales avaient déjà imaginé une pandémie d'origine animale. À partir de 2010, vous en pointez les détails pour le moins troublants dans la version augmentée de la réédition des chroniques du mondialisme. Expliquez-nous. Oui, c'est dans une très longue conclusion, que donc rédigée pour Chroniques du mondialisme aux éditions Culture et Racines, et livre qui sort début novembre, je l'indique, où j'ai expliqué un peu l'arrière-fond, la chronologie. Effectivement, la Fondation Rockefeller a, en 2010, présenté un rapport avec différentes possibilités, en particulier le rapport qui explique possibilité d'une pandémie qui cause énormément de morts et qui oblige à l'instauration de mesures dictatoriales pour gérer la situation et le désordre. Qu'il y ait une certaine autorité forte pour gérer une situation bancale. Je veux bien. Le problème, c'est qu'ils ajoutent que même lorsque le problème passe, que la pandémie est surmontée, ces mesures autoritaires perdurent. Et d'ailleurs, élément révélateur, le rapport de la Fondation Rockefeller est agrémenté de plein de caméras de surveillance qui, elles, ne sont pas démontées après la pandémie. Mesures qui perdurent et qui s'intensifient. Et qui s'intensifient. Oui, c'est vous-même qui ajoutez ce mot, qui sert qu'en fait, il serre la vis encore plus. L'histoire du Covid, c'est un outil au service d'une cause supérieure, c'est-à-dire création d'une gouvernance mondiale avec une spiritualité bien particulière. Et cette histoire de la Fondation Rockefeller, qui donc initie cette chose-là en 2010, eh bien, cette histoire a été reprise dans une bande dessinée éditée par l'Union européenne sous l'égide de Jean-David Morvan, avec le titre Infected, infecté, qui raconte l'histoire d'une pandémie qui part de Chine, curieux, ça aurait pu être le Pérou, le Groenland, les îles Maldives. Non, c'est la Chine, avec énormément de morts. Et il y a donc une pagaille, et ils arrivent, au bout de plusieurs mois, à trouver le vaccin salvateur, et à donc régler la situation. Et la bande dessinée se termine par une réunion de tous les grands Manitou de l'Union européenne, en liaison directe avec le secrétaire de l'ONU à New York et le ministre des Affaires étrangères, enfin, le secrétaire d'État américain. Et tout ça se termine sous les flonflons pour dire, en gros, on a dominé et réglé la situation, mais ça va nous aider aussi à instaurer une mesure unique pour gérer les problèmes de santé à l'échelle planétaire. En fait, ces problèmes sont utilisés pour mettre en place des mesures qu'on ne pourrait pas installer si le problème n'existait pas. Donc, bienvenue le problème. Vous estimez, Pierre Hilard, que l'apparition de cette pandémie, le Covid-19, et son utilisation pour imposer un confinement général, des mesures liberticides, l'effondrement des économies mondiales n'est qu'un phénomène déclencheur, mais pour déclencher quoi? Pour aller vers quoi? Bon. L'histoire de ce Covid qui est apparu fin 2019, voyez-vous, c'est au mois d'août 2019 que j'ai pris conscience qu'il y aurait un événement déclencheur. Ça, certes, je le savais. J'ai toujours su que pour mettre en place pour passer d'un monde à un autre, il faut ce que j'appelle l'allume-gaz. Il faut un événement brutal, un événement qui tape dur, qui oblige à passer d'un monde à un autre. Bon. En août 2019, vous avez eu la fameuse réunion des grands banquiers, Fed, BCE, Banque du Japon, etc., aux États-Unis, à Jackson Hole. Et là, vous avez eu le patron de la Banque d'Angleterre, qui s'appelle McCartney, qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il dit que c'est la fin du dollar,
qu'il faut mettre en place une monnaie synthétique hégémonique, et il précise que cela ne se fera pas sans heurts. C'est la formule ouatée de ces princes du mondialisme qui vous disent avec une tasse de thé que ça va se produire dans un événement cataclysmique. Bon. Et donc, lorsque j'ai lu ça en août 2019, je me suis dit, bon, ça y est, ils officialisent le déclenchement. La bascule. Mais quelle va être l'allume-gaz? Et dans cette histoire, c'était la Covid. On dit la Covid, c'est au féminin, paraît-il. Au début, je disais ça au le. Bon, enfin, bref. Les féministes vont tomber de leur chaise. Oui, elles font assez de malheur. On va en parler tout à l'heure et en termes délicats. Donc, lorsque j'ai vu l'histoire du Covid-19 arriver, là, j'ai pris conscience que c'était l'outil. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde s'excite sur l'outil, alors qu'il faut comprendre ça comme un outil au service d'une cause supérieure. Et donc, ça a été le processus pour lancer une bascule qui permet de détruire les économies occidentales, enfin mondiales, car il faut détruire le monde issu de 44-45, des accords de Bretton Woods en particulier, on en parlera avec le coût du dollar, et il faut donc un choc. Et donc il y a eu ce confinement, et pour vous montrer l'aspect liberticide de la chose, donc on a été bloqué du 17 mars au 11 mai, 2020, et ensuite il y a eu un déconfinement léger. On pouvait se déplacer de chez soi dans un rayon de 100 km sans avoir à présenter ses papiers. Eh bien, je demande aux personnes de se référer au grand classique, 1984, Orwell. Alors, à titre personnel, j'ai l'édition de poche. Alors, vous allez page 158. Et l'ami Orwell, donc livre paru en 1949, précise que dans ce monde kafkaïen et dictatorial, liberticide à souhait, eh bien, les personnes peuvent sortir de chez elles sans présenter leur papier d'identité dans un rayon de 100 km. Il faut croire que nos dirigeants se sont appuyés sur les propos d'Orwell. Je précise que là, je cite Orwell 1949, mais j'ai déjà, je crois, eu l'occasion de le dire sur ce plateau, et en tout cas de l'écrire dans mes livres, et je l'ai précisé dans la conclusion faite pour Chronique du mondialisme, c'est que tout le programme est annoncé dès 1516, dans Utopia de Thomas More. Annoncé aussi dans l'ouvrage d'Émeric Crusset, 1623, Le Nouveau Ciné, dans La Nouvelle Atlantide, de 1626 avec Francis Bacon, et je pense, Anarcharsis Klotz avec La République du genre universel, La République du genre humain, d'ailleurs qui a été édité avec une préface de ma part aux éditions Omnia Veritas, Un monde unifié, technocratique, un monde divisé en 1000 cases départementales, anticatholique, parce que le fond du mondialisme, dans son essence, c'est anticatholique. C'est l'élément clé, c'est le refus de la révélation. Ça, quand on a compris ça, ça ouvre beaucoup de portes. Mais il ne faut pas trop les ouvrir, parce que sinon on choque certains. Donc, bien comprendre ça, et parmi les ouvrages qui annoncent et qui expliquent la situation actuelle, et on n'est qu'au début, j'en parle dans un de mes livres, Atlas du mondialisme. Il faut lire le livre de 1912 du colonel House, Philippe Dru, administrateur, qui explique, dans le cadre d'une gouvernance mondiale en préparation... Colonel House, qui était le conseiller... du président Wilson. Et d'ailleurs, le fameux 14 points du président Wilson, c'est pas Wilson, c'est colonel House. Petite précision, colonel House, donc 1912, qui raconte, suite à une guerre violente aux États-Unis, une guerre civile, qui raconte un coup d'État, Philippe Dru, issu de West Point, le Saint-Cyr américain, et qui met en place une dictature avec abolition de la Constitution américaine et met en place un système politique et économique qui aurait plu, je le cite, même à Karl Marx. Pour mettre en lumière, et ça sera ma dernière question pour cette première partie, Pierre Hélard, pour mettre en lumière l'esprit du mondialisme, cette tournure d'esprit, vous évoquez la leçon de numérologie de l'ancienne directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qu'elle avait faite lors d'une conférence de presse en janvier 2014. De quoi s'agissait-il? Alors, Christine Lagarde, à l'époque patronne du FMI, maintenant elle est à la BCE, a présenté ses vœux à la presse en janvier 2014. Les vidéos sont sur YouTube. Et on lui a refilé quelques recommandations. Et d'ailleurs, elle-même le dit tout au début de la tribune, où elle met en valeur l'importance du chiffre 7. Alors elle dit, nous sommes en 2014 donc, que ça va faire 70 ans qu'ont eu lieu les accords de Bretton Woods, 1944, qui instaurent donc le dollar comme monnaie de référence. Et elle dit, enlevez 0 et il reste 7.
D'ailleurs, elle dit 2014, enlever 0, 2, 1 et 4, ça fait 7. Enfin, bref, elle fait l'apologie du chiffre 7. Alors, il faut savoir que dans le mondialisme... Et pourquoi cette personne, qui est à l'origine avocate, s'intéresse à cette science numérologique? Alors, comme vous le savez, ceux qui nous dirigent, que ce soit les hommes politiques, les dirigeants financiers, etc., ne sont que les porte-paroles. Les vrais patrons sont dans les coulisses. Je citais tout à l'heure Alfred Milner, il est inconnu au bataillon, et pourtant c'est grâce à Quickley qu'on sait, puisque, par exemple, la fameuse déclaration Balfour de 1917, celui qui l'a rédigée, ce n'est pas Arthur James Balfour, c'est Alfred Milner. Et on l'a su grâce au secrétaire privé de Balfour, qui l'a annoncé lors d'un discours au Parlement britannique en 1937. Et c'est Milner. Donc, j'allais dire que Christine Lagarde n'est que l'employé, porte-parole, plus ou moins habile, plus ou moins efficace, de l'oligarchie qui mène le monde. Et donc on lui a dit, Christine, il va falloir faire l'apologie du chiffre 7. Ah bon, oui chef. Bon, d'ailleurs on sent au début, on la voit, elle est un peu à la fois agacée, amusée, puis un peu désorientée. Mais le chiffre 7 est très important. Lorsqu'on parle de James Bond 007, vous enlevez les euros, il reste le chiffre 7. Mais pourquoi le chiffre 7? Pourquoi pas James Bond 00215 ou 3027? Le 7, dans l'esprit de la Kabbale, qui est donc l'esprit du mondialisme, eh bien, exprime l'idée de complémentarité. Je pense à quelque chose, peu importe. Et ce chiffre 7, on le retrouve dans les documents qui était adressé à la reine Élisabeth Ier, donc là on est au XVIe siècle, par son conseiller et espion John Dee, D2E, qui était un kabbaliste et aussi un espion, donc qui fournissait ces documents. 007, les 00 représentaient les yeux réservés uniquement à la reine, donc il s'adressait uniquement à la reine Élisabeth Ier, et le chiffre 7, idée de totalité, il disait tout à la reine. Eh bien, ce chiffre 7... et le chiffre traditionnel, et donc, comment elle s'appelle, Christine Lagarde, on lui a conseillé de parler de l'importance du chiffre 7, et chose intéressante, et d'ailleurs je le précise dans la conclusion de Chronique du mondialisme, elle part donc de 2014, et lors de ce discours de l'importance du chiffre 7, or, comme par hasard, per ans plus tard, 2021, c'est l'année de la grande réinitialisation, et on va en le parler. fameux Great Reset, voilà, c'est ça. Dans un instant, c'est pas l'effet du hasard. En attendant, on va faire une courte pause, on se retrouve dans un instant. Toujours en compagnie de Pierre Hilard. Pierre Hilard, encore une fois, pour révéler cet esprit mondialiste, cette tournure d'esprit, vous avez également, vous vous êtes intéressé à la une du magazine The Economist, sorti en janvier 2019, intitulé The World in 2019. Est-ce que vous pouvez nous... voilà, mais du coup, comme c'est en anglais, je fais la totale en anglais. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit sur cette une ? Alors, effectivement, dans cette conclusion, j'ai apporté quelques informations concernant donc les éléments qui décorent la couverture de The Economist, Le Monde pour 2019. Et évidemment, tout cela n'est pas anodin. Vous avez par exemple le profil d'un homme à la tête rasée, et vous avez des traits qui partent du menton, de la bouche, du nez, des orbites oculaires et du front, et qui prolongent donc le visage. Et il est écrit à l'envers, comme le faisait Léonard de Vinci d'ailleurs, l'expression reconnaissance faciale. Donc on voit déjà cette marque on repère, on fixe les caractéristiques d'une personne. Bon. Vous avez aussi des chevaux, le chevau de l'Apocalypse, avec une tête de mort. Vous avez aussi un cheval. Tout ça avec le style des dessins de Léonard de Vinci. Oui, la référence Léonard de Vinci, d'où d'ailleurs les inscriptions à l'envers, parce que quand Léonard de Vinci écrivait, c'était à l'envers. Il faut prendre un miroir pour lire. Bon. Et vous avez donc des repères. Vous avez par exemple la cigogne qui porte un sac dans son bec. La cigogne, c'est celle pour les enfants qui apportent les bébés. Et là, vous avez en fait sur le sac un code barre suivi d'une série de chiffres. Et le code barre, c'est la marque numérique pour marquer les nouveau-nés. On en parlera dans le cas de l'idée 2020. Référence à la RGPA. Oui, puis l'idée 2020, l'Institut pour marquer numériquement les enfants, qu'il y ait une trace. Bon. Et puis surtout, vous avez, en référence à Léonard de Vinci, vous avez l'homme de Vitruve. Alors, l'homme de Vitruve, pour ceux qui ne le verraient pas, c'est un homme debout,
avec les bras et les jambes en mouvement, ce qui fait qu'il y a 2 bras à droite, 2 bras à gauche et les jambes multiples. Bon. Et quand on regarde cet homme de Vitruve sur la couverture de 2019, il est à la fois dans un rond et un carré. Et ça, c'est un symbolisme maçonnique. Le carré représente le monde physique et le cercle, le monde moral. Bon. Et cet homme de Vitruve, vous avez sur sa poitrine MeToo, vous savez, ce mouvement féministe qui lutte, avec raison, contre tout ce qui est viol et abus contre les femmes. La chose en elle-même, elle est bonne. Mais c'est toujours le même principe, partir d'un principe juste et le dévier. Ces mouvements féministes, donc MeToo, qu'on voit sur la poitrine de l'homme de Vitruve, ça a pour objectif de détruire la famille traditionnelle et de réduire l'influence, et même de détruire l'influence de l'homme, du père de famille. Et d'ailleurs, vous avez Sylvain Durin dans Le sang qui nous lie, aux éditions Verbeau, qui explique ça très bien. Donc c'est en fait pour détruire un concept de famille traditionnel aux dépens du père. Vous avez aussi dans un des bras, droit ou gauche, peu importe, vous avez à la fois, une balle. Une balle, ça c'est tout ce qui est jeu, et vous avez aussi du hashish, du pain et des jeux. Feuille de cannabis. Voilà, du hashish, cannabis, oui. Et donc tout ça c'est fait pour à la fois présenter le côté des pains et des jeux, c'est-à-dire on distrait les gens et puis en même temps on les étourdit avec les drogues. Puis l'autre, vous avez le smartphone, l'importance du smartphone pour contrôler les gens. On verra ça dans le cas du vaccin avec les nanoparticules. Smartphone avec une balance déséquilibrée. Voilà. Et puis vous avez en particulier sur l'avant-bras droit, je crois, de l'homme de Vitruve, sur la couverture des économistes, une hélice de l'ADN. Alors ça c'est la marque, la signature, j'allais dire, de la bête, puisque pour contrôler, les êtres humains, il faut connaître leur code génétique. Et cela se fait dès la naissance, même avant leur naissance. Donc vous avez cette hélice ADN sur l'avant-bras. Donc on a des représentations qui annoncent notre avenir, et un avenir qui arrive au grand galop. Alors justement, on vous évoquait à l'instant, Pierre Hilard, le vaccin dont tout le monde parle. Déjà en décembre 2019, le quotidien Le Monde révèle que la société Microsoft, de Bill Gates finance un projet d'ingénieur du MIT, qui est la plus grande université américaine de technologie. De quoi s'agit-il ? Oui, alors, vous avez ce qu'on appelle la fondation Bill et Melinda Gates, qui travaille en liaison avec la fondation Rockefeller, avec Gavi, c'est les vaccins. Et alors, cet article du Monde, on ne peut le comprendre qu'avec un peu l'arrière-fond. Vous avez eu, je citais la fondation Rockefeller en 2010, mais vous avez eu aussi une réunion en octobre 2019 du Johns Hopkins Center, en liaison avec la fondation Bill et Melinda Gates, et avec des représentants du monde médical, des vaccins, pour promouvoir l'idée, de vaccins pour répondre à une pandémie. Et l'objectif du sujet, c'est en fait de favoriser des vaccins qui contiennent des nanoparticules. C'est ce que raconte en particulier l'article du Monde. Le Monde, si eux le disent, quand on sait que c'est un journal on est presque sauvé. Oui, c'est en fait, je vais vous dire, lorsque les médias officiels commencent à exposer des informations que nous connaissons via des moyens plus discrets, mais que nous connaissons depuis des années, c'est que vraiment on se rapproche de la bascule. Quand le système est obligé d'officialiser des choses dénoncées par, entre guillemets, les complotistes, il n'y a pas de complot, mais ça veut dire que vraiment ils sont obligés de le dire. Et donc ce journal Le Monde montre bien qu'il y a une volonté de vaccin. Ils l'écrivent. D'ailleurs, j'ai mis l'article en entier, des nanoparticules, et on pose un smartphone, et ça fait bip, et on peut savoir si vous êtes vacciné. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça correspond à quoi ? Une sorte de marque de la bête, déjà dénoncée par Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Vous avez ça dans le chapitre 13, verset 16-18, je crois, où nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque sur la main, le front. Et c'est particulièrement grave, parce que la fondation Gates, en liaison avec tous ces mouvements, ces organismes, et travaille en liaison aussi avec Microsoft. Alors, Microsoft, créé évidemment par Bill Gates, et ils ont, au mois de mars 2020, mis en place un brevet
qui a pour objectif de pouvoir contrôler l'activité corporelle des gens en fonction de l'injection de nanoparticules dans leur corps. Bon, eh bien le brevet porte le chiffre 666. Et d'ailleurs, j'ai mis le document dans le livre Chronique du mondialisme comme trace papier le jour où cette information disparaîtra. Au moins, il y aura une trace. Pour revenir un court instant sur cette une du magazine The Economist paru en janvier 2019, Oui. ce qui est très troublant, c'est qu'on peut voir cet animal, le pangolin, Oui. qui sera officiellement à l'origine de cette pandémie qui n'interviendra que plusieurs mois après, Oui. fin de la parenthèse. Vous évoquez aussi, Pierre Hilard, l'ID 2020, une organisation non gouvernementale qui plaide pour l'identification numérique du milliard de sans-papiers dans le monde. Vous estimez que son réel objectif est d'étendre sa volonté d'identification numérique à l'humanité entière. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Parce qu'il faut d'abord commencer avec les malheureux et les miséreux et étendre ensuite, alors ça c'est un galop d'essai, puis ensuite étendre tout ça à la population entière. Voyez-vous, l'idée 2020 a été créée en 2016, toujours en liaison avec les mêmes, Gates et toute la suite. Et l'objectif, c'est qu'ils veulent qu'on puisse trouver l'identité d'une personne, non pas en fonction de papiers qui peuvent être perdus, brûlés, mais en fonction d'un marquage dans le corps et qu'on puisse, grâce à l'aspect numérique, identifier la personne. Alors ils vont commencer évidemment par, j'allais dire, les miséreux, parce que ça permet aussi de faire des tests, et puis quand les tests tournent mal, vu que ce sont des pays quand même, les pays d'Afrique, où il y a des problèmes en tout genre, et bien quand il y a un problème, et bien ça passe à la trappe. Vous savez, on citait le journal Le Monde, comme par hasard, les tests qui ont été organisés ont été faits au Kenya, au Malawi et au Bangladesh. C'est-à-dire les pays les plus délabrés, les plus corrompus, en tout cas pas mal corrompus. Le Bangladesh étant le pays peut-être le plus pauvre du monde. Voilà, donc ils font jamais ça en Finlande ou aux Pays-Bas, parce que ce serait plus embêtant s'il y a un problème. En fait, c'est ça qui est terrible, ces gens-là profitent de la misère de ces peuples où évidemment il n'y a pas de trace papier des malheureux et qui en échange d'un peu de nourriture vont servir de cobayes. Et vu que les autorités de ces pays sont corrompues, on peut leur graisser la patte et dire bon, il y a eu un problème, tant de morts, mais on vous paye pour calmer en tout cas faire en sorte que vous ne disiez rien. Voilà, donc l'idée 2020 a pour objectif donc d'étendre un modèle de contrôle numérique, c'est-à-dire qu'on saura qui vous êtes grâce à un marquage dans votre corps. Et tout ça, ça va de pair avec l'agenda 2030. Vous la voyez également, Pierre Hilard, cet esprit mondialiste, cette tournure d'esprit dans les origines du mouvement écologiste concrétisé par l'agenda 2030 des États-Unis et ses objectifs de développement durable, dont l'abolition de la pauvreté, de la faim dans le monde, l'égalité entre les sexes, une énergie propre, des mesures concrètes, positives, Pierre Hilard. Effectivement, c'est très Huxleyen comme présentation, qui peut être qui peut être pour la pauvreté, contre l'eau potable. À titre personnel, je suis contre les glissements de terrain, la foudre et la grêle. Mais c'est un côté utopique. Alors, pour comprendre cet agenda 2030, il faut remonter aux années 70, vous avez le Club de Rome, 1972. Vous avez eu des projets aussi avec une Norvégienne qui porte un nom pas très sexy, puisqu'elle s'appelle Gro Harlem Brundtland. D'ailleurs, son prénom correspond tout à fait à son physique de viking. Et puis, vous avez eu Réunion de Rio de Janeiro en 1992. Tout ça, c'est pour mettre en place des mesures en faveur de la nature, de l'économie verte. Et tout ça, ça a été vraiment condensé en 2015 avec ce fameux agenda 2030. Et en fait, vous avez 17 chapitres qui se subdivisent en 169 points bien précis. Vous l'avez cité, lutte contre la pauvreté, l'importance des villes, des villes intelligentes, en fait, surveillées et numérisées à mort. Le prince saoudien est en train d'en faire un projet dans le nord-ouest de ce pays. Oui, Neon, tout au nord. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un représentant germano-américain qui s'appelle, je ne sais plus son nom en tête, mais qui fait partie de Bilderberg, qui dirige tout ça, comme par hasard. Donc, l'objectif, c'est en fait, dans l'agenda 2020, on peut essentiellement retenir les points suivants. Et ils sont, vous allez voir, très orwelliens, Aldous Huxley, vous allez voir.
En fait, il s'agit d'abord d'assurer ce qu'ils appellent une santé procréative, c'est-à-dire santé dans le domaine sexuel, avec l'arrière-fond eugénisme et transhumanisme. Bon, c'est-à-dire que dans Huxley, vous avez 5 niveaux d'intelligence, entre les super intelligents, alpha, les plus abrutis, epsilon, puis les intermédiaires, il y en a 3, grâce à des manipulations génétiques. Et tout ça coordonné en fonction des intérêts économiques. Donc, en fait, c'est ça qui nous annonce. Vous avez donc la santé procréative, vous avez l'annonce d'une citoyenneté mondiale, donc en liaison avec une gouvernance mondiale. Vous avez la volonté de renforcer tout ce qui est institut et institut bancaire, institut financier. Donc vraiment, c'est le dieu Mammon qui va imposer sa loi. Volonté de renforcer tout ce qui est coopération régionale et transfrontalière. Ça, le sujet, je le connais, puisque tout ce qui est, en particulier dans le cadre de l'Europe, la coopération transfrontalière, c'est l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, qui a pour objectif de faire disparaître les frontières des États entre France-Allemagne, France-Espagne, etc. Volonté d'assurer l'immigration dans tous les pays, dans l'agenda 2030. Alors, ils appellent ça une migration planifiée et bien gérée, tout ça pour parler d'une invasion migratoire qui a pour objectif de mélanger les populations et de dissoudre les nations. Mais vous avez tout le programme, on l'a cité tout à l'heure, en 1792, avec Anarchatis Klotz, la République du genre humain, qui dit qu'il faut faire disparaître, l'unité des nations, qu'il faut rougir du mot étranger en faisant venir des Péruviens, des Chinois, des Cafres, enfin des Noirs, c'est la formule de l'époque. Voilà, donc en fait, l'agenda 2030 n'est que l'expression d'un programme ancien. Je citais tout à l'heure Aimé Crusset. Aimé Crusset, c'est une population, une gouvernance mondiale, une monnaie mondiale, avec une population mélangée. On ne fait pas la différence entre le pays d'accueil et le commerçant qui vient de l'étranger, dans le bouquin de 1623. Donc vous voyez, l'agenda 2030, il n'invente rien, il ne fait que moderniser des projets qui sont multiséculaires, de destruction des nations dans le cadre d'une gouvernance mondiale et d'une spiritualité qui a pour objectif de s'opposer à la révélation. Pierre Hilard, je vous propose, avec nos téléspectateurs, de faire une pause. On revient dans un instant pour la troisième et dernière partie. Toujours en compagnie de Pierre Hilard, on va maintenant parler de l'actualité récente. Pierre Hilard, en la personne de Kristalina Georgieva, celle qui a succédé, à Christine Lagarde à son poste de directrice générale. Le 3 juin dernier, elle annonce les ambitions de son institution à travers ce qu'elle appelle la grande réinitialisation. Qu'est-ce qu'elle entend par là ? Alors, d'abord, le discours qu'elle a tenu, il faut citer 2 personnages. Elle s'est adressée donc devant un parterre de personnes acquises à la cause mondialiste, mais il y avait 2 représentants. J'ai cité, en particulier grâce au bouquin de Carol Quigley, l'importance de l'oligarchie anglo-saxonne et de la monarchie anglaise au XVIIe siècle. Comme par hasard, qui était présent ce discours de la présidente Georgieva en juin 2020, le prince d'Angleterre, le prince Charles. Donc on a une parfaite continuité de la monarchie britannique depuis Cromwell, et même bien avant, mais surtout depuis Cromwell, dans cette histoire du mondialisme. Ça, c'est la première chose. Deuxième personne qui vraiment assistait à cette conférence, c'est l'Allemand Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial de Davos, qui devait faire une réunion en janvier 2020 pour se lancer cette fameuse grande réinitialisation, mais réunion qui est repoussée à l'été prochain. Bon, donc comme par hasard, les 2 personnages clés qui assistent à ce discours. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit en gros, il faut favoriser l'aspect numérique dans tous les domaines, il faut favoriser tout ce qui est investissement privé et public, freinant qui soit favorable à tout ce qui est limitation du carbone. Donc, toutes les entreprises qui produisent du carbone, au kilo, si je puis dire, auront un avenir, n'auront pas d'avenir. Donc, finalement, c'est la fin, c'est l'annonce de la production de masse et de la consommation de masse. Et puis elle ajoute aussi l'importance de l'éducation pour diffuser cet idéal d'économie verte. Voilà. Donc c'est une véritable bascule. Le monde, né en 44-45, le roi dollar, doit être détruit. Et d'ailleurs, je rappelle une chose, le
Le programme, il a été annoncé en janvier 1988 dans la revue The Economist. J'ai publié, j'ai l'Atlas du mondialisme aux éditions donc Culture et Racines qui sort donc début octobre et qui présente en particulier la couverture de janvier 1988 où vous avez l'annonce d'une monnaie mondiale, Phoenix, à l'horizon 2018, donc je rappelle 30 ans avant, 1988-2018, alors à l'horizon 2018 avec toujours la marge pour laisser la possibilité de faire ça en 2019, 2020, 2021, 2022. Mais surtout, cette monnaie mondiale, Phoenix, naît de la destruction du monde 44-45, puisque vous avez des dollars, des yens et des marques qui brûlent, et des cendres et des flammes naissent le nouveau monde, cette fameuse réinitialisation, avec cette monnaie mondiale, Phoenix, qui avait été monnaie mondiale déjà proposée par Keynes en 1944, lors des accords de Bretton Woods, qui voulait le Bancor. Et donc monnaie mondiale. Et son opposant américain, Dexter White, ne le souhaitait pas. Or, chose très intéressante, en 2010, vous avez Strauss-Kahn, à l'époque donc patron du FMI, qui avait présenté dans un rapport d'avril 2010 intitulé Reserve Accumulation, pages 26 et 27, le projet d'une monnaie mondiale Bancor aux dépens du dollar. Et ça, son affaire ensuite du Sofitel n'a pas dû arranger les choses. Alors Pierre Hillard, je voulais qu'on aborde cette question un peu après, mais puisque vous l'abordez maintenant, allons-y. J'ai interrogé l'économiste Jacques Sapir il y a quelques semaines à partir de là, sur cette possibilité de l'émergence d'une monnaie mondiale. Il balaie cette possibilité en affirmant que tant que le FMI sera sous la houlette des États-Unis, une telle chose ne pourra pas se produire et le dollar restera la monnaie d'échange mondiale. Oui. Ah oui, alors je vais vous dire, ces gens-là, je les connais, je les ai rencontrés à l'université. Vous ne pouvez pas savoir comme je me suis ennuyé durant mes cours et mes années universitaires. Parce que ces personnes présentent toujours un aspect mécanique de la chose. Vous vont vous présenter des articles de droit, des formules mathématiques dans le domaine financier, etc., qu'il faut voir. Mais ils n'expliquent jamais les référents religieux et philosophiques qui sont derrière cela. Nommé Jacques Sapir, il n'était pas français avant 1789. Depuis 1789, il l'est. Qui se pose la question. Il a dû avoir un changement de paradigme. Je veux dire par là que quand on s'intéresse à des événements politiques, financiers, il faut d'abord s'intéresser aux référents religieux et financiers qui permettent la mise en place de lois, de mesures, qui permettent le passage d'un monde à un autre. Dans le monde anglo-saxon, vous avez deux courants. Ça, on ne l'enseigne jamais à l'université. À Sciences Po, j'appelle Sciences Po, rue Saint-Guillaume, on vous forme des esprits qui ne sont pas des esprits, puisqu'il y a des courants d'air. On n'enseigne pas qu'il y a dans le monde anglo-saxon deux branches. La branche patriote, qui défend, en particulier c'est le cas américain, l'intégrité du territoire américain, tout en acceptant qu'il intègre ce territoire américain à une gouvernance mondiale, avec un dollar respecté, quitte à ce qu'il perde sa valeur né en 1944, de monnaie mondiale, mais en tout cas un dollar respecté. Et puis l'autre branche, la City de Londres, qui veut détruire les nations et qui veut faire une purée de tout cela au profit d'une monnaie planétaire, et là le dollar passe à l'encan. Et d'ailleurs, déjà, vous aviez c'est Carol Quigley qui explique ça très bien. Vous aviez déjà, à l'époque, donc 19e et début 20e siècle, deux courants au sein du monde anglo-saxon. Entre le monde anglo-saxon, Rhodes, Cecil Rhodes en particulier, qui voulait un empire mondial, planétaire, avec comme colonne vertébrale le monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'empire britannique et les États-Unis. Et puis, un autre courant qui voulait une purée de tout ça. Ça, on ne vous l'enseigne pas dans les universités. Et il faut impérativement connaître cela. Donc, actuellement, vous avez aux États-Unis qui sont en cours en préparation de guerre civile, vous avez deux courants. Trump qui cherche, dans le cas d'un mondialisme, à défendre le patriotisme américain, d'ailleurs il le dit lui-même, mais un États-Unis dont on respecte les caractéristiques et son intégrité territoriale. Puis vous avez une autre branche, la branche des démocrates et Hillary Clinton et Obama, etc., qui veut faire une purée de tout ça. Et puis le dollar doit disparaître. Vous avez une rivalité interne. Pensez bien que si ces élites, certaines élites, présentent des documents pour annoncer une bascule,
lorsque vous avez en janvier 1988 la présentation du Phénix, c'est pas pour faire joli. Voilà. Lorsque on étudie la famille des Warburg pour la création entre autres de la BRI, Paul Warburg en particulier, la BRI, qui a donc la Banque des règlements internationaux, qui a son siège à Bâle. Bon, c'est la super banque qui dirige Fed, BCE, Banque du Japon, etc. Il y a une raison, il y a une finalité matérielle qui repose sur une idéologie, une pensée devoir, une pensée spirituelle, une pensée très terrestre, qui est contraire au catholicisme. Et ceux qui est contraire au catholicisme, je leur demande de regarder ce qui se passe depuis 2000 ans. Enfin, on a envie de dire à ces gens-là, le problème chez ces intellos diplômés et ennuyeux très souvent, c'est que on n'apprend pas les causes profondes. On n'apprend pas. C'est qui sait dans ces milieux l'histoire de Cromwell, du passage de la superpuissance économique marane des Pays-Bas à la City fin XVIIe siècle. Et pourquoi ? Je voudrais, Pierre Hillard, on a je donne la réponse dans le bouquin. J'ai encore quelques questions à vous poser. Je voudrais qu'on revienne à Klaus Schwab, le fondateur et directeur du Forum économique mondial, dont la prochaine réunion prévue pour l'été prochain est déjà intitulée « Le temps de la grande remise à zéro ». Dans son ouvrage d'ailleurs, Klaus Schwab, Covid-19, The Great Reset, il écrit, je le cite, le remplacement, et en parlant de cette remise à zéro, c'est le remplacement des idées, des institutions, des processus et des règles actuelles. Il estime que cette remise à zéro passera par la nécessité d'avoir des gouvernements plus forts et plus efficaces. À quoi pense-t-il ? La dictature. En fait, c'est ça. La dictature, en fait, ce qu'on met en place, vous avez une formule, vous savez, il faut toujours s'intéresser aux personnes qui ont une intelligence fine et qui ont reçu une éducation classique. Après, ces personnes appliquent plus ou moins bien leur éducation, et je pense en particulier à une pourriture sur deux pattes qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand, évêque apostat. Une merde dans un bas de soie, oui, disait l'empereur. Qui disait Napoléon Ier. Et Talleyrand avait répondu « Il est dommage qu'un homme aussi grand puisse tomber aussi bas ». Bon. Mais il faut toujours s'intéresser aux personnes qui sont fines, c'est-à-dire qui ne sont pas passées par les milieux universitaires de Sciences Po et qui font que ces personnes-là vraiment apportent des informations. Bon, pourquoi je parle de Charles-Maurice de Talleyrand ? Parce que lui, il avait parfaitement compris, et j'en parle dans un de mes livres, Archimondialisme, la bascule de 1789, le changement des référents religieux et philosophiques avec les conséquences politiques et financières. Et j'en parle parce qu'il avait une expression pour ça. Agiter le peuple avant de s'en servir. Le principe de l'origine avant l'heure. Bon. La Covid-19, c'est l'orangina. C'est-à-dire qu'on crée un désordre complet. Les économies sont littéralement chancelantes et vraiment. Et tout cela pour passer à une vitesse supérieure qui va justifier la mise en place de mesures liberticides qui n'auraient pas pu être instaurées s'il n'y avait pas eu cette bascule, en tout cas ce choc. Et donc, Klaus Schwab, en gros, il nous annonce, en bon oligarque technocrate de base, qu'on va nous cirer de kiki, mais surtout, on va retenir, c'est ça qui est frappant chez ces gens-là, ils ont une vision utilitaire de l'être humain, c'est-à-dire ne seront gardés que les gens utiles au bon fonctionnement de la machine planétaire, et ils seront prêts à s'en débarrasser. Parler d'une humanité réduite. Oui. Alors, vous savez, on parle parfois du Georgia Guidestone aux États-Unis, ces blocs de pierre, granit, qui ont été installés au début des années 80 aux États-Unis, donc. Par qui ? Alors, écoutez, si vous connaissez le nom, ça m'intéresserait, parce qu'on ne connaît pas. On connaît ceux qui ont mis ça en place, mais les promoteurs en arrière-fond, ça, on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'ils indiquent qu'il faut mettre en place une humanité unie, avec une sexualité de reproduction, l'eugénisme et le transhumanisme. Les mots ne sont pas cités, mais l'idée est là. Et donc, une humanité de 500 millions de personnes. Alors, c'est en quoi, vous savez, il faut rentrer dans leur mentalité à eux. Ils ont pigé que pour contrôler l'humanité, 500 millions de personnes, le traçage numérique, les techniques actuelles, une oligarchie qui contrôle tout ça, et vous faites marcher la boutique. Bon, le reste devra disparaître. Maladie, faim, une humanité guerre. Réduite, surveillée, tyrannisée, asservie. Oui.
pour la bonne marche économique du Oui, monde. et surtout, il y a une chose, alors ça c'est peut-être le plus dur à expliquer, dans leur esprit à eux, de ces élites messianiques, avec un arrière-fond satanique, c'est que le fait de laisser mourir des gens, c'est une offrande, une odeur agréable à l'Éternel. Et La rédemption par le péché. C'est la rédemption par le péché. Ça, j'en parle dans l'Atlas du mondialisme. C'est-à-dire que c'est ça aussi que je me répète, mais tous ces intellos qu'on voit à la télévision, qui nous enquiquinent avec des explications à la mort moelle où on n'apprend rien, n'ont pas compris que les effets, enfin les éléments matériels que l'on voit reposent sur une spiritualité qui est satanique, moi j'appelle ça satanique, d'offrande d'humanité qui doit disparaître. Et c'est le principe d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous savez, les guerres de la Première et Seconde Guerre mondiale ont rendu service à certaines élites. Le génocide arménien de 1915 a rendu service, car lorsque vous connaissez l'arrière-fond, vous savez qu'il faut, chez ces gens-là, détruire pour désinfecter et faire disparaître un courant d'idées au profit d'un autre. Courant d'idées. Un courant d'idées qui met à bas les idées issues de la révélation. Quelles seront, Pierre Hilard, ça sera ma dernière question, la réaction des populations face à ce projet? Est-ce que ça se passera dans le calme ou est-ce que ça se passera dans la douleur? Alors, actuellement, on assiste à ce qu'on appelle une démolition contrôlée. Mais on est sur Terre. Et le mal, s'il est tout puissant actuellement, n'a pas tout en main. Et mon espoir, et ça j'y crois, c'est qu'à un moment donné, ça va leur échapper des mains. Et donc, ça sera aux populations de se révolter, ce que j'appelle l'instinct de survie. C'est-à-dire que il faudra, et c'est le plus dur, que les gens comprennent qu'on a en face de nous les ennemis du genre humain. Ils veulent notre peau, ils veulent nous asservir, nous laisser crever. Vous savez, les personnes âgées, ce sont des personnes inutiles pour ces gens-là. D'ailleurs, vous avez un professeur, Laurent Alexandre, ou Alexandre Laurent, je ne sais plus dans quel ordre. Laurent Alexandre, qui a parlé d'espérance résiduelle, d'espérance de vie résiduelle. Il voulait tester les vaccins sur ces personnes âgées. Vous voyez la mentalité, c'est-à-dire qu'en gros, cette personne âgée a 6 mois, 1 an, 2 ans à vivre, on va tester le truc, et puis si ça meurt... Vous voyez la mentalité. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un comme lui. Il y en a... Bill Gates, on est malheureusement un des représentants. Donc, j'espère que dans le système qui va s'écrouler en particulier parce que vraiment il faut passer d'un monde à un autre, eh bien, j'espère que les gens vont prendre conscience. Je vais vous citer un exemple. Les gens doivent prendre conscience. Un exemple, j'ai découvert récemment le rôle de la France China Foundation, qui a été créée en 2012. Eh bien, vous avez, alors c'est soutenu par l'Institut Mérieux, c'est tout ce qui est vaccin, etc. Mais vous avez aussi la Banque Lazare, vous avez AXA, enfin bref, le gratin. Eh bien, chaque année, ils donnent un prix Young Leader. Alors, il y a plusieurs eurobénéficiaires, chinois et français. Pour l'année 2019, celui qui a reçu ce prix Young Leader, c'est Olivier Véran. En 2013, c'est ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Édouard Philippe, en 2013, a été Young Leader de la fondation de la France China Foundation. Et donc, vous avez vraiment une élite qui est cooptée, choisie, et qui a un objectif, imposer un ordre, et c'est ça qu'il faut comprendre, un ordre mettant à bas l'héritage de la révélation. Pierre Hilard, pour terminer cet entretien, je rappelle le titre de vos ouvrages réédités chez Culture et Racine, Chronique du mondialisme, Atlas du mondialisme, et cet ouvrage dont vous avez signé l'avant-propos, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, du professeur Carroll Quigley, à paraître en novembre prochain. Non, Quigley, il est déjà sorti. Vous pouvez ouais, l'avoir. Pareil pour l'Atlas, Chronique mondialisme, c'est début novembre. Je dis une chose, très rapidement, je demande aux personnes intéressées par ces ouvrages de les acheter rapidement. On vit dans une situation de bascule. Ces livres-là, il y en a quelques-uns qui ont été donc fabriqués. C'est pas sûr qu'ils soient réimprimés, vu la situation, des blocages, etc. Donc dépêchez-vous de vous les procurer, au moins de les avoir. Peut-être qu'il n'y aura pas un autre tirage. Merci Pierre Hilard d'être venu sur notre plateau.